Alors nous allons parler ici de l'histoire de l'observation, les plus anciennes observations que l'humanité a eues des planètes du système solaire. Et je suis personnellement passionné par les Mayas et par la relation qu'ils ont pu avoir avec Vénus et l'observation méticuleuse qu'ils ont eue de la planète Vénus pendant plusieurs siècles, qui les a amenés à connaître finalement, on ne va pas parler de période puisqu'ils ne savaient pas que Vénus tournait autour du Soleil, mais ils connaissaient très parfaitement la période de ce qu'on appelle de révolution synodique. Ils l'avaient mesurée jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Alors je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'on regardera des petites simulations de mouvements de Mars et de Vénus autour du Soleil telles que vues depuis la Terre. Alors le peuple maya, on pourrait en parler pendant des heures, c'est dans le Codex de Dresde, dont vous voyez un extrait ici. Dans le Codex de Dresde, qui est finalement le livre le plus ancien de toute l'Amérique, qu'on retrouve les traces des connaissances des Mayas sur le mouvement de Vénus. Alors les Mayas avaient deux calendriers, ils avaient un calendrier astronomique de 365 jours et en même temps, ils avaient en parallèle un calendrier rituel qu'on appelait le Tzolkin, qui était un calendrier de 260 jours. Et ces deux calendriers étaient menés en parallèle et revenaient ensemble en quinconce à zéro tous les 52 ans, ce qui était à peu près l'équivalent d'une vie humaine. Et donc en fait, l'idée c'est que les actions, les rituels étaient associés à des positions des astres dans le ciel et en particulier aux positions de Vénus dans le ciel. Alors on peut également dire que le site, le lieu historique des Mayas, même c'est un peuple qui a beaucoup migré en fonction de leur... Alors on pense que c'est à cause de problèmes environnementaux, de pénurie d'eau, mais le dernier site qu'ils ont occupé, qui est leur site historique, c'est le site de Chichen Itza. On voit ici le dôme en pierre qui est probablement le plus vieil observatoire du monde, de l'histoire humaine. Et dans ce dôme en pierre, on trouve encore des traces de trous qui avaient été percés à l'époque maya. Ces trous indiquaient dans le ciel les directions de coucher ou de lever non seulement du soleil au moment des solstices et des équinoxes, mais également de lever, de coucher, de positions particulières de Vénus dans sa course autour du soleil. Chichen Itza, ça signifie Chichen le puits, Itza le sorcier, et il y avait à Chichen Itza des puits ici qui avaient été creusés dans le sol. C'est un site tout à fait particulier puisque c'est au Yucatan, au nord du Mexique. C'est pile à l'endroit où la fameuse astéroïde d'il y a 65 millions d'années a heurté la Terre, celle qui a fait disparaître les dinosaures. Et suite à l'érosion et aux glaciations, eh bien, des cavités se sont créées aux extrémités de l'endroit où cet astéroïde a heurté la Terre. Et les Mayas ont su trouver ces endroits-là et ont survécu grâce à ces endroits-là, grâce à l'eau qui se trouvait dans ces endroits-là. La couleur bleutée qu'on voit au fond de ces cénotes est due au bleu maya, qui était un bleu rituel, un bleu religieux, qu'ils étaient les seuls à savoir fabriquer. Alors chez les Mayas, c'était Vénus qui avait le rôle de planète guerrière, puisqu'il décidait ou non de faire la guerre en fonction de la position de Vénus dans le ciel. Chez les Romains, c'était plutôt Mars qui était la planète guerrière. Mais là, je ne vais pas vous parler des observations des Romains pour Mars. Je vais vous parler de en quoi Mars a été un tournant dans l'histoire de notre civilisation et dans la création même de notre civilisation scientifique. En fait, on pense tous à Copernic, et Copernic, en 1543, a mis en évidence, à partir d'observations du mouvement de Mars dans le ciel, donc Mars dans le ciel, vous voyez, si on l'observe sur plusieurs jours, Mars va avoir tendance à avancer, puis à reculer, puis à réavancer. On appelle ça le mouvement rétrograde de Mars dans le ciel. Et Copernic a mis ce mouvement en évidence et il a montré que c'était probablement dû au fait que, contrairement à ce qu'on croyait, Mars ne tournait pas autour de la Terre, mais Mars tournait autour du Soleil, tout comme la Terre. Et évidemment, il a fallu des siècles pour que cette idée soit admise. Elle a été finalement admise qu'à la fin du XVIIIe siècle. En réalité, c'est une idée qui datait de bien avant Copernic et Aristarque de Samos, en 300 avant notre ère, avait déjà eu cette idée en observant la danse de Mars dans le ciel. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu avec un petit film ce que c'est que cette danse dans le ciel de Mars.
ce mouvement rétrograde. Alors regardez, ici c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, Mars qui tourne autour du Soleil. Regardez l'axe Terre-Mars. Vous voyez, l'axe Terre-Mars tourner vers la gauche, et là maintenant il tourne vers la droite, et il va de nouveau tourner vers la gauche. Donc en fait, c'est une conséquence naturelle du mouvement de la Terre et de Mars autour du Soleil. Et c'est ça que Copernic a compris. Alors on en arrive au petit travail que je vous avais proposé de faire pour ce cours, qui était d'essayer sous Python de représenter le mouvement de Vénus et de Mars tel que vu dans un référentiel géocentrique, donc vu depuis le centre de la Terre. Alors vous aurez une proposition de correction de fichier Python qui sera proposée sur mon site internet, vous pourrez la regarder, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Vous avez ici le mouvement qu'on obtient pour Mars. Alors sur Mars, on voit que sur 32 ans, donc ici vous avez 32 ans, donc 32 rotations de la Terre autour du Soleil, et bien en 32 ans, Mars effectue 15 rotations autour du Soleil. Et il va y avoir 15 occasions où la Terre, le Soleil et Mars vont être alignés. On appelle ça l'écart entre deux moments où la Terre, le Soleil et Mars sont alignés. On appelle ça une révolution synodique. Et donc la révolution synodique martienne est de 32 ans divisé par 15, c'est-à-dire 779 jours. C'est un peu plus de 2 ans. Et ça correspond au moment, aux fenêtres de tir. Et les fenêtres de tir, quand on envoie des missions martiennes, c'est lorsque la Terre et Mars sont au plus près. Et donc ça intervient à peu près tous les 2 ans, 2 ans et demi. Par exemple, on sait que la prochaine bonnes occasions est au début des années 2020. Hein. On sait déjà que la mission Mars 2020 dont je vous parlais tout à l'heure est programmée pour 2026 ou 2028. Alors pour ce qui est de Vénus, on n'a pas besoin de faire 32 rotations, on a besoin simplement de 8 ans, de 8 rotations de la Terre autour du Soleil. Et pendant ces 8 ans, eh bien, il va y avoir 5 occasions, vous les voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5 occasions, où Vénus, la Terre et le Soleil vont se retrouver alignés. On a donc 5 révolutions synodiques, et au bout de 5 révolutions synodiques, eh bien, la Terre, Vénus et le Soleil se retrouvent exactement dans la configuration telle qu'elle était initialement. Et c'est ça qui est magique, et c'est ça que les Mayas avaient compris. Ils avaient compris donc que tous les 8 ans, eh bien, il y avait 5 révolutions synodiques de Vénus, et qu'à la fin de ces 8 ans, on se retrouve dans une configuration exactement identique à 8 ans avant, à 3 jours près. Hein, donc c'est cette quasi-perfection dans la symétrie, la périodicité du mouvement Terre, Vénus, Soleil, qui a permis finalement sur quelques siècles aux Mayas d'avoir une connaissance presque parfaite du mouvement de Vénus. Même si, je précise qu'ils ne savaient pas que Vénus tournait autour du Soleil. Ils avaient une maîtrise parfaite des nombres entiers et des périodes en nombre de jours. Et ils repéraient dans le ciel la périodicité des événements astronomiques. Alors nous avons vu que l'observation de Mars par Copernic avait été un bouleversement qui a créé notre civilisation, puisque ça a montré que la Terre n'était plus le centre du monde, que le Soleil devenait le centre du monde, contrairement aux dogmes religieux. Quelques années après, en 1609, une autre découverte a bouleversé nos croyances. C'est la découverte de Galilée lorsqu'il a observé avec une lunette à Venise. Il a observé les lunes de Jupiter. Alors, vous voyez ici une publication d'époque où on voit, suivant les différentes, enfin c'est plutôt une copie d'une publication d'époque, où on voit, suivant les différents jours de 1610, la position des 4 satellites principaux de Jupiter. Vous avez les 4 principaux, c'est Io, Ganymède, Callisto et Europe. Donc vous avez leur position, vous voyez qu'elle varie de jour en jour, hein, et ça, du coup, Galilée a mis en évidence leur mouvement de rotation autour de Jupiter, et c'est ça qui l'a amené à dire que puisque Jupiter avait des lunes qui lui tournaient autour, tout comme la Lune nous tourne autour, ça veut dire qu'il existe probablement d'autres mondes ailleurs, semblables ou non aux nôtres. Donc c'est de là qu'est venue cette notion d'autres mondes dont nous parlons aujourd'hui. Alors je peux pas m'empêcher, puisqu'on voit ces images-là de Jupiter, de vous montrer des images tout à fait d'actualité.
Vous savez qu'il y a une sonde de la NASA qui s'appelle Juno qui tourne actuellement autour de Jupiter. Donc voici quelques-unes des images qu'elle nous a rapportées. Voilà quelques images, vous pourrez en trouver plus sur internet tout simplement en tapant Juno. Donc c'est une sonde qui est toujours active. Mais ce que je voudrais dire, c'est que suite aux découvertes de Galilée, qui faisait elle-même suite aux découvertes de Tycho Brahe dont on a parlé lors du dernier cours, eh bien, il y a eu toute une succession de très grands scientifiques, de très grands physiciens qui se sont succédés. Kepler, puis Newton, qui a mis en équation le mouvement de tous ces astres. Et c'est allé jusqu'à 1846. En 1846, Le Verrier a découvert la planète Neptune, non pas en l'observant, mais en déduisant sa position et sa présence à partir du mouvement d'Uranus et de l'éloignement d'Uranus de son orbite. Donc, nous parlerons également, alors nous parlerons pas tellement d'Europe, j'aurais aimé vous en parler, mais vous avez ici une image d'Europe. Parmi les satellites de Jupiter, c'est l'un des plus intéressants, puisque c'est l'un de ceux qui a été le plus étudié et qui pourrait être un candidat pour abriter la vie.